Test. Test, test, one, two. Pourquoi on fait ça en anglais? Parfait. Je vais partager la présentation. Bonjour à tous. On voit bien la présentation, parfait. Ce soir, je vais vous présenter, on a une rencontre d'information pour le quartier de Saint-Louis, pour le secteur Saint-Denis. La présentation va s'effectuer sur différents plans. Tout d'abord, on va commencer avec une mise en contexte. Ensuite, je vais vous présenter une petite localisation du secteur d'intervention. Ensuite, on va passer aux critères de sécurité routière. Fait qu'on va présenter les analyses des débits de circulation qui ont été effectués, ainsi que les analyses des vitesses pratiquées sur les différentes rues du quartier. Je vais vous présenter les interventions proposées. Puis, je vais finaliser avec les prochaines étapes qui vont s'en venir. Donc, pour la mise en contexte, au niveau des demandes citoyennes, là, en 2021 et 2023, l'analyse des requêtes a permis de recenser 75. J'ai une petite fenêtre qui cache là. 75 demandes portant principalement là, sur le stationnement des panneaux de signalisation. Sur le stationnement, sur des panneaux de signalisation qui sont manquants, sur des problématiques à cause de l'occupation de la chaussée, la synchronisation des feux de circulation, etc. Dans ces 75 demandes-là, 17 portaient spécifiquement sur la vitesse. En 2021-2022, on a intervenu avec des achats de vitesse mobiles sur les rues qui ont été déployés afin de sensibiliser les automobilistes qui circulent dans le quartier. Des relevés de vitesse ont été effectués en 2022 sur les rues Montreuil, Fournier, Île-Dieu et Wilfrid de Garay. Par ailleurs, des projets de développement immobilier restant en cours ou à venir préoccupent naturellement les citoyens du secteur en raison des enjeux de mobilité qu'ils soulèvent. Au niveau du conseil de quartier, en 2021, le conseil de quartier a transmis une résolution au service du transport et de la mobilité intelligente demandant la mise en œuvre d'interventions afin de réduire les vitesses pratiquées et la circulation de transit et de sécuriser les déplacements actifs dans les rues du quartier Saint-Denis. Les analyses qui ont été effectuées à l'époque ne démontraient pas d'enjeux particuliers concernant les éléments mentionnés dans le conseil de quartier. Une réponse en ce sens avait été transmise au conseil de quartier pour laquelle il n'était pas satisfait et souhaitait plus de détails concernant les analyses. Une autre demande a été déposée pour les mêmes problématiques le 12 juillet 2022. De nouvelles analyses ont donc été réalisées afin de répondre à ces demandes, d'autant plus que la majorité des rues du quartier avaient vu leur vitesse prescrite réduite. Ces analyses ont permis de constater qu'elles cadraient avec les nouvelles orientations selon laquelle une vitesse au 85e centile supérieure de 15 km/h à la vitesse affichée est le point de départ pour la mise en place de mesures d'atténuation de la vitesse. Pour être sûr, pour la corporation de tous, la vitesse au 85e centile, ça représente 85% des conducteurs et conductrices qui roulent à la vitesse identifiée ou inférieure à celle-ci. De cette façon, on évite les mesures qui sont exagérées, qui peuvent être des fois qui sont pour le commun des mortels qui circulent. Au niveau de la localisation, là, le secteur Saint-Denis se situe à l'intérieur de quatre artères principales qui sont la route de l'Église, le chemin des Quatre-Bourgeois, le boulevard Chalaga et l'autoroute Robert-Bourassa. Il présente un emplacement géographique de choix, offrant une proximité au transport en commun ainsi qu'à des pôles d'échange et d'emploi importants. Pour le cadre de la présentation, là, on vient zoomer un peu sur le quartier davantage, puis on vient vraiment intervenir entre la route de l'Église et l'avenue Wolfe, qui répond là, au conseil de quartier de Saint-Louis. Au niveau de la sécurité routière, tout d'abord, je vais prendre une présentation là, de la hiérarchie routière qu'on retrouve dans le secteur. La hiérarchie routière s'étale de cette façon suivante. Là. On peut retrouver des locales tertiaires, secondaires et principales, avec des collectrices secondaires et principales et des artères secondaires et principales. Pour le quartier Saint-Denis, on retrouve principalement des locales secondaires, qui sont la grande majorité des rues, avec deux locales principales, qui sont l'avenue Dieu et la rue Montreuil, et une collectrice principale, qui est l'avenue Wolfe, avec les artères bien connues, chemin des Quatre-Bourgeois, Hochelaga et route de l'Église. Qu'est-ce que ça représente, cette hiérarchie routière-là? Une locale principale, d'abord, c'est une rue résidentielle qui va avoir un DGMA de moins de 3000 véhicules par jour. Un DGMA, c'est le débit journalier moyen annuel.
qui représente donc le nombre de moyens de véhicules qui circulent par jour sur un tronçon ou à une approche spécifique d'une intersection. Pour une locale secondaire, on s'attend à des DGMA inférieurs à 1000 véhicules par jour. On voit ici sur la carte présenter là, les relevés qu'on possède actuellement pour différents tronçons ou intersections du quartier. On constate là, que les débits mesurés en 2022 et 2023 sont en deçà des recommandations de l'ATC. L'ATC, c'est l'Association des transports du Canada. Les résultats qu'on obtient, là, pour l'avenue Dieu, autour de 1950-1745, avec environ 2000 véhicules par jour au niveau du tronçon. 1440 pour Montreuil à proximité de l'intersection avec Foule. 750 pour Fournier. 337 pour Noblé. Au niveau de l'avenue Wool, qui est la collectrice pour laquelle on a le plus là, de données, on s'attend bien entendu à des GMA plus importants qui sont représentés par 3500, 3014 et 1600, considérant que le terre-plein sur Hochelaga nous permet une seule direction. Il est normal que du côté sud de l'avenue Wool, on obtient moins de débit. Excusez, monsieur, est-ce que vous avez un pointeur? Parce que là. Est-ce qu'on voit bien ma souris? Oui. Donc, du côté sud, qui est ici, c'est normal qu'on obtient moins de véhicules par jour, considérant que le terre-plein sur Hochelaga est fermé, il permet seulement une seule direction. Seulement les virages à droite sont possibles à partir de l'avenue Wool sur Hochelaga. Et même chose de Hochelaga vers Wool. C'est pour ça qu'on s'attend à plus de débit au niveau à proximité de l'école. Les gens proviennent de Cap-Bourgeois, circulent et se rendent aussi à l'école Saint-Vincent. Au niveau des analyses de vitesse pratiquées, à l'été 2021, la Ville de Québec a modifié les limites de vitesse sur l'ensemble de son territoire. La grosse modification que ça a effectuée, c'est qu'on est venu changer en termes de proportion le nombre de rues qu'on avait à 50 km/h par rapport au nombre de rues qu'on a à 30 km/h. Donc, avant la révision, sur l'ensemble du territoire, on voyait qu'on avait, sur l'ensemble du territoire de la ville, on avait 80% des rues qui étaient à 50 km/h. Alors, on en avait seulement 17% à 30 km/h. Suite à cette révision, on est passé à 60% de rues à 30 km/h pour 25% de rues à 50 km/h. Et une nouvelle limite s'est ajoutée davantage avec le 40 km/h, qui maintenant représente le 13% des rues de la ville. Qu'est-ce que ça représente? C'est une modification-là qui ça a été décidé là, sur différents critères qui s'inscrivent dans l'évaluation de l'environnement humain au quotidien urbain, l'harmonisation des limites de vitesse des milieux semblables, une meilleure crédibilité des nouvelles limites de vitesse, l'augmentation du respect des limites par les listes, ainsi que l'élimination des choix arbitraires. Ce que ça représente pour le quartier, à la suite de cette modification majeure à l'échelle de la ville, la majorité des rues du quartier Saint-Denis sont passées de 50 km/h à 30 km/h. À l'intérieur du quartier, seulement l'avenue Dieu, l'avenue Wool, ainsi que la rue Picardie ont une limite de vitesse de 40 km/h. On peut voir sur la carte, c'est au moins les rues en vert qui sont à 40 km/h, les rues en bleu qui sont à 30 km/h, et les rues en orange qui sont à 50 km/h. Le tableau suivant représente le barème que la Ville de Québec s'est donné à la suite de suggestions du ministère des Transports et de la Mobilité durable quant aux actions à déployer par les municipalités selon l'écart entre la vitesse pratiquée au 85e centile et la limite de vitesse. Ce barème se soucie des réalités de notre milieu et c'est donc moins permissif, qui rend la Ville plus sensible et réactive aux problèmes soulignés par les citoyens. Pour rappel, la 85e centile, c'est 85% des conducteurs conductrices qui roulent sous la vitesse mesurée. Donc, ces barèmes sont représentés ici par des écarts entre 1 et 5, où c'est la première intervention qu'on vient faire avec les afficheurs de vitesse mobile. Donc, on va venir sur les rues, sensibiliser les gens à l'aide des afficheurs. Lorsqu'on constate que l'écart est supérieur entre 6 et 15, on rajoute là, les interventions policières. On interpelle le service de police pour faire de la surveillance soutenue dans le secteur, en plus de continuer la sensibilisation avec les afficheurs. Lorsqu'on constate que l'écart est supérieur à 15 km/h, la rue s'inscrit dans des mesures d'atténuation qui sont possibles et qui sont évaluées en fonction du cadre de la rue, qu'est-ce qui va pouvoir le mieux s'y appliquer.
Les rues Fournier, Montreuil et Les Noblets ont été ciblées afin d'observer le comportement des automobilistes suite au changement des limites de vitesse. Et ainsi aussi sous les demandes citoyennes qu'on avait reçues. Donc, la première étape consistait à effectuer la sensibilisation à l'œil des acheteurs de mobiles de vitesse. Les acheteurs de vitesse ont été positionnés sur les rues Montreuil, Fournier et Les Noblets au printemps 2022. Les résultats sont les suivants. Donc, pour la rue Le Noblet, l'acheteur de vitesse a été installé entre Landry et Fournier le 19 avril 2022. On retrouve deux données que les acheteurs nous permettent d'obtenir, soit une donnée qui est la vitesse enregistrée lorsque le véhicule voit sa vitesse sur l'afficheur, donc il est sensibilisé, et une vitesse dont le véhicule ne voit pas sa vitesse, donc il passe derrière l'afficheur et n'est pas sensibilisé directement. On peut constater que les vitesses varient d'une date à l'autre. Et ça montre justement l'effet de l'afficheur. C'est-à-dire que l'afficheur des vitesses, c'est un outil de sensibilisation qui permet de mesurer, d'afficher la vitesse réelle du véhicule en approche. Il permet également de compiler les vitesses pratiquées dans les deux directions. Et c'est un outil de sensibilisation. Donc, il implique par défaut que les données qu'il récolte sont biaisées. On ne se sert pas de ces données-là pour justifier des mesures d'atténuation. On s'en sert vraiment pour présenter et illustrer l'efficacité de la sensibilisation des acheteurs de vitesse. Pour montrer qu'effectivement, les acheteurs de vitesse, ça permet de faire diminuer la vitesse lors de leur présence. On les implante de manière hebdomadaire sur les rues, puis on les circule là, sur différentes rues de façon hebdomadaire afin de pouvoir parcourir le plus de territoire possible à travers la ville. Le même exercice a été effectué en 2023 sur les rues Gabriel-Le-Prévost, Fournier, Montreuil et Wilfrid-Le-Garry. L'afficheur sera aussi présent la semaine prochaine sur Fournier à partir du 3 octobre, si je me souviens bien. Les résultats sont, comme vous le voyez, là, soit qu'ils respectent relativement ou sont un petit peu plus au-dessus de la limite pratiquée. Donc, comme je le disais, les afficheurs de vitesse sont des outils vraiment de sensibilisation. Donc, le but principal est de faire ralentir les conducteurs. Leurs données ne sont pas utilisées pour justifier des aménagements, car elles sont biaisées. C'est la preuve que l'afficheur fonctionne et il implique les gens à diminuer leur vitesse. On doit donc passer à un autre type de relevé plus formel afin de déterminer si les vitesses pratiquées en temps normal sont effectivement problématiques. On procède donc à des relevés au radar manuel depuis un véhicule non identifié. Les relevés qu'on a actuellement sont les suivants. Pour la rue Montreuil, nous avons deux relevés de vitesse qui ont été effectués. On avait un qui avait été effectué en 2012, c'est vraiment un vieux relevé, mais qui permet de faire une comparaison avec le changement de la limite de vitesse. Puis on peut observer que la limite de vitesse en 2012 était de 50 km/h et que les résultats au V85 étaient de 50 km/h. Alors qu'en 2022, suite au changement de limite de vitesse, on peut observer une légère baisse de 2 km/h au V85. Pour l'avenue Fournier, le relevé de vitesse a été effectué là, le 27 octobre 2022, alors que la limite de vitesse était à 30 km/h. On ne possédait pas de relevé avant les changements de limite de vitesse. Les résultats au V85 montent 46 km/h. Pour l'avenue Luthieux, la limite de vitesse est de 40 km/h. Le relevé a été effectué le 26 octobre et les résultats montrent un V85 à 41 km/h, qui respecte. C'est une moyenne de 41 km/h, c'est une moyenne qui a été faite. C'est la vitesse au 85e centile. Donc, c'est que 85% des conducteurs et conductrices circulent à cette vitesse ou inférieure à cette vitesse. Il y en a quand même 15% qui roulent plus vite que 41 km/h. Ouais, mais c'est pas la norme, c'est pas la majorité. C'est vraiment, on se fie aux 85% qui mesure souvent et qui est la mesure utilisée en termes de transport. Pour Wilfrid-Le-Garry, on retrouve là, la vitesse affichée était à 30 km/h, le relevé a été effectué le 1er novembre et les résultats montent d'un V85 à 45 km/h. Qu'est-ce qu'on peut conclure de toutes ces informations-là? C'est que suite à diverses analyses, il ressort que trois rues principales rencontrent les paramètres pour la mise en place de mesures d'atténuation de la vitesse, c'est-à-dire la rue Montreuil, l'avenue Fournier, ainsi que la rue Wilfrid-Le-Garry. Voyons maintenant quelles mesures seraient les plus appropriées.
différentes interventions qui nous seront proposées. Tout d'abord, on a analysé la possibilité d'ajouter des arrêts à toutes les approches à l'intérieur du quartier. Les citoyens du secteur nous appellent à l'occasion demandant d'installer des arrêts à toutes les approches à différentes intersections, principalement les 5 intersections qu'on voit encerclées par des cercles. L'ensemble de ces intersections ont été analysées à partir des critères que le ministère des Transports et de la Mobilité durable nous impose, soit que le rapport de débit entrant doit être inférieur à 2,3, que la vitesse pratiquée au 85e centile doit être inférieure à 70 km/h, la distance minimale à respecter avec d'autres intersections contrôlées par des arrêts ou des feux de circulation sur la même rue doit être inférieure à 150 mètres pour des arrêts obligatoires et 250 mètres pour des feux de circulation, ainsi qu'une distance de visibilité qui doit être suffisante. Si elle est mauvaise, c'est là qu'on vient intervenir avec des arrêts. On peut constater que parmi les 5 intersections souvent demandées, une seule ressort du lot, là, plus particulièrement, qui est l'intersection Île-Dieu-Wolfe. Présente davantage de circulation, probablement principalement dû aussi à la présence de l'école Saint-Vincent. Puis en considérant justement la présence de l'école Saint-Vincent, du parc Saint-Denis, puis prochainement de la connexion avec le tramway, on veut préparer les automobilistes là, à reconnaître l'aspect critique de cette intersection dans le cheminement des piétons. C'est pour ça qu'on vient un peu étirer l'élastique, parce qu'au niveau des rapports de débit, nos résultats sont légèrement supérieurs à la norme. Fait qu'on est un petit peu au-dessus du 2,3. Il va y avoir aussi une école secondaire, je pense. Effectivement, il y a une école secondaire qui s'en Je vais vient. inviter le public à attendre la période de questions et commentaires à la fin, puis à venir au micro pour se faire, parce que sinon les gens à la maison entendent pas bien, entendent pas vos questions, vos commentaires. Marie-Hélène, est-ce que ça peut attendre à tout à l'heure? Non? Non, parce qu'il y a des questions de rapport de débit, puis moi je ne comprends pas. OK. Guillaume, peux-tu l'expliquer? Oui, je vais l'expliquer certainement. Donc, le rapport de débit est vraiment le nombre de véhicules qui vont rentrer dans l'intersection à partir de la rue principale par rapport à la rue secondaire. Dans le cas de l'intersection Wolfe et Dieu, on a une intersection en T. Fait qu'on a seulement 3 approches. La rue principale et l'avenue Wolfe, sur laquelle on ne possède aucun arrêt actuellement. Le nombre de véhicules qui rentrent dans l'intersection doit être divisé par le nombre de véhicules qui arrivent de l'approche secondaire, afin d'obtenir un rapport inférieur à 2,3. L'objectif de ça, c'est de s'assurer que l'arrêt, si on en met à toutes les approches, va être respecté. Parce que lorsque le rapport est trop élevé, les arrêts sont peu respectés puisque la rue secondaire n'a pratiquement jamais de véhicules qui arrivent. Puis les gens qui vont circuler sur la rue principale ont tendance à glisser l'arrêt ou à juste ne pas le faire du tout, ce qui rend ça vraiment plus dangereux que s'il n'y avait pas d'arrêt. Parce qu'on vient créer un faux sentiment de sécurité pour les gens qui sont sur la rue secondaire et veulent s'insérer sur la rue principale. Aussi, un point que j'avais un peu oublié, le panneau d'arrêt. L'objectif du panneau d'arrêt, c'est vraiment de permettre aux gens qui sont sur la rue secondaire de s'intégrer de façon sécuritaire sur la rue principale. L'objectif n'est pas de ralentir la vitesse. C'est un effet que les arrêts ont, puisqu'ils obligent les gens à s'arrêter. Et l'objectif est vraiment de permettre une traversée sécuritaire pour tout le monde, incluant les piétons et les automobilistes. Pour revenir à l'intervention de madame, oui, effectivement, une école secondaire est prévue à la place de l'école primaire Saint-Vincent. Avec cette information-là, ça nous incite davantage à ajouter des arrêts obligatoires à toutes les approches, puisqu'on sait qu'il va y avoir plus de circulation piétonne dans le secteur, plus de circulation de façon générale due à cette école, à cette intersection-là particulièrement. La seconde mesure que nous allons venir effectuer, c'est des balises en mode portique. Donc, à ce moment-ci, une balise en mode portique, c'est quoi? C'est une balise centre-rue qu'on observe à plusieurs endroits, sur laquelle on effectue un rappel de la limite de vitesse, avec 2 délignateurs vélos qu'on va ajouter de part et d'autre pour venir rapetisser la largeur de la chaussée, faire en sorte que les gens se sentent moins à l'aise de circuler à haute vitesse et doivent ralentir pour passer plus efficacement. L'image qu'on voit ci-contre, c'est la rue Charluat, sur laquelle la mesure a été effectuée il y a déjà 2 années. Et avec les analyses qui ont été faites par la suite, on constate déjà quand même une bonne efficacité de la mesure. Les points positifs, ça contribue à réduire les vitesses pratiquées. Ça a peu d'impact sur les services d'urgence. Ça permet aussi la circulation des piétons et des cyclistes.
Toutefois, tu as certains points négatifs, puisqu'ils sont présents seulement pendant la saison estivale. On ne peut pas les préserver en hiver, dû à des besoins de déneigement. Ça a un impact modéré sur le transit, donc ça peut amener certains automobilistes à désirer passer par d'autres rues qui vont être parallèles aux rues qui vont avoir la mesure appliquée, comme d'autres vont juste tolérer la présence et vont continuer à utiliser le parcours. Ça a aussi un impact au niveau du stationnement, puisqu'on doit libérer un espace de part et d'autre des balises afin d'assurer la sécurité de la circulation qui va y passer. Parce que si des véhicules sont stationnés trop près, ça va venir à forcer les automobilistes à circuler à sens inverse pour pouvoir traverser. On ne le souhaite pas, évidemment. Aussi, des relevés de vitesse seront planifiés pour réévaluer par la suite l'efficacité des mesures. On souhaite trouver la bonne mesure pour le quartier. Donc, c'est un premier essai. On va voir aussi si ça a une efficacité, si c'est bien perçu par vous tous et par les utilisateurs qui vont y circuler. Les rues qui vont faire l'objet de ce projet pilote dès le printemps 2024 sont les rues qui ont été ciblées pour des mesures d'atténuation, soit l'avenue Fournier, la rue Montreuil, ainsi que la rue Wilfrid-Légaré. Les prochaines étapes, en se fiant aux paramètres de la Ville de Québec et aux données récoltées, la Ville entreprendra les mesures suivantes. Donc, à court terme, on va poursuivre la sensibilisation des usagers de la route avec des afficheurs de vitesse. On va poursuivre la surveillance policière sur les rues ayant une vitesse au 85e centile supérieure à 10 km/h par rapport à la vitesse affichée. Ajouter des arrêts à toutes les approches à l'intersection Île-Dieu et Wood. On va effectuer la mise en œuvre d'un projet pilote afin de diminuer les vitesses pratiquées dans le quartier pour les rues Fournier, Montreuil et Wilfrid-Légaré. Et on va réaliser un relevé de l'occupation des espaces de stationnement sur rue pour le quartier afin d'évaluer comment les espaces de stationnement sont utilisés et voir s'ils provoquent des problématiques autres. Sur le moyen terme, au niveau des développements de la mobilité active dans le quartier, on va continuer à essayer d'améliorer les développements puis sécuriser les infrastructures piétonnes et cyclables. On va faire le suivi des évolutions de la mobilité dans le quartier. On va faire le suivi des mesures qu'on va avoir apportées. Et on va pouvoir aussi évaluer les besoins pour tout ce qui est trottoir, voies cyclables, réglementation de stationnement, évaluation de l'efficacité des mesures installées, comme je le mentionnais, ainsi que la gestion au niveau de la circulation de façon générale, l'ajout d'arrêts, mesures d'atténuation haute, etc. Merci. Avez-vous des commentaires? Ben, en fait, Guillaume, si ça te va, merci à toi pour la présentation. Je pense que je commencerai par les questions d'éclaircissement pour que lorsqu'on va être à la période de commentaires, tout le monde ait bien compris tous les petits aspects là, sur ta présentation, parce qu'il y avait quand même du langage un peu technique. Là. Fait que du côté du public ou du conseil des quartiers, est-ce qu'il y avait des. Ou même pour les gens qui sont à la maison, si vous voulez intervenir, vous pouvez lever la main dans la portion réaction en bas, où il y a un petit bonhomme avec un plus sur la tête. Vous avez l'outil lever la main qui est là. Sinon, dans la discussion, vous pouvez écrire votre question, puis je vais la lire à haute voix là, pour que Guillaume puisse répondre. Fait que dans la salle aussi, je vous invite à aller au micro ou vous prêter le micro là, pour que les gens à la maison nous entendent bien. Sinon, c'est plate pour eux, ils nous entendent pas. Guillaume, tu peux peut-être arrêter ton partage, à moins que tu comptes y retourner. Là. Ah, OK. Tu vas en avoir besoin. Moi, c'est juste une question sur à court terme. J'ai pas eu le temps de tout noter, donc je voulais juste revoir le diapo pour savoir tout ce qu'il y avait à faire. Merci. Vous pouvez y aller, Guillaume. Ah, voulais-tu que Guillaume les renomme ou tu voulais juste les revoir? Je vais juste les noter. OK, parfait. Oui, la présentation va être disponible aussi en ligne ou dans l'enregistrement de la séance de ce soir, justement, qui va être sur la page de participation citoyenne là, où on a mis le lien pour la présentation. Là, je vous montrerai à la fin comment aller la rechercher après. Nadia. Oui, moi j'ai une question d'éclaircissement à propos de l'utilisation du 85e percentile. Est-ce que dans votre service du transport et de la mobilité, vous avez eu des discussions au sujet de changer de critère, d'utiliser un autre critère parce que ça existe des villes qui utilisent d'autres critères que le 85e percentile? C'est une très bonne question. Je vais l'apporter
à mes collègues. Sûr que le 85e centile au niveau du transport de façon générale, c'est vraiment l'unité de mesure qui est utilisée là, internationalement. C'est l'unité qui permet le moins d'écart avec la réalité. Il faut comprendre que les moyennes sont souvent aussi beaucoup plus inférieures que le 85e centile. Est-ce que ça répondait beaucoup plus d'informations à ce sujet-là? C'est vraiment la mesure qu'on utilise et qui a été statuée. Parfait. Est-ce que dans le public, vous avez d'autres questions? Inquiétez-vous pas, les commentaires là, vont venir quand on aura épuisé les questions ou le temps alloué. Oui, bonsoir. Sur quelle base on a choisi telle journée pour faire des relevés sur telle rue? Les journées ne sont pas, sont toujours déterminées 2 semaines. La façon dont les relevés officiels fonctionnent, les journées disponibles, c'est du lundi au vendredi. Optimalement, les journées les plus ciblées sont les journées plus de milieu de semaine, mardi, mercredi, jeudi, optimalement. Il faut comprendre qu'on n'a pas 12 000 personnes qui puissent faire des relevés non plus. Le territoire de la Ville de Québec est extrêmement grand. On a énormément de demandes à ce niveau-là. On y va avec les journées qu'on est capable d'obtenir. Et les relevés sont tout le temps effectués sur une base de 6 heures. C'est-à-dire qu'on prend un relevé pendant 3 heures aux heures de pointe du matin et pendant 3 heures aux heures de pointe du soir, afin d'avoir une idée générale de la journée. Est-ce que c'est basé? Il y a un système qui, à partir de critères, choisit des journées, ou c'est quelqu'un qui connaît un peu le secteur ou le quartier, puis il dit dans ce secteur-là, compte tenu du contexte, ce qu'on retrouve comme service ou offert dans ce secteur, donc des clientèles, des déplacements vont se faire plus à telle période. Et à ce moment-là, est-ce que ça fait partie du choix, même pas? Ça fait partie des possibilités qu'on peut effectuer. On peut effectuer pour des analyses plus précises, pour des problématiques spécifiques, relever des fois à une semaine ou aux heures du dîner, etc. De façon générale, on utilise simplement les journées de 2 semaines pour avoir un portrait plus global de ce qui s'effectue sur la rue. Une dernière question, si je comprends bien, pour une rue donnée, on a un relevé, une journée. Est-ce que c'est représentatif? Actuellement, c'est ce qu'on possède. Merci. Parfait. J'ai en ligne, j'ai quelques personnes qui voulaient poser une question. Alors, Stéphane Tremblay veut savoir, avec la nouvelle école secondaire qui va s'installer sur Wolfe, quelle planification est prévue? Quel impact on évalue? Puis, est-ce qu'il y aura une nouvelle piste cyclable? Tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, avec la nouvelle école sur Wolfe, quelle planification est prévue? Est-ce que ça change le plan? L'impact est-il évalué? L'impact de l'installation de la nouvelle école, est-ce que ça a été évalué? Puis est-ce qu'on aura une nouvelle piste cyclable? On travaille en partenariat avec le développement pour l'école. Actuellement, il n'y a pas rien qui est confirmé à ce niveau-là, mais on travaille avec eux afin de s'assurer de développer le secteur de façon sécuritaire, puis pouvoir amener des liens cyclables ainsi que des liens piétons qui vont répondre aux besoins de l'école et des gens du quartier. Parfait. Puis tu avais donné quelques éléments de réponse tout à l'heure à Nadia, mais il y a Olivier Damour qui pose la question, est-ce que la V100 est considérée dans l'analyse? La vitesse, j'imagine, au centième percentile ou la vitesse, peut-être que... Non, elle n'est pas considérée là, au niveau des analyses. Parfait. Alors, j'avais aussi une main levée en ligne qui s'est baissée. Est-ce que vous vouliez toujours poser votre question? Oui, François Boudreau, vous pouvez y aller avec votre question. Oui, j'avais baissé la main parce que je pensais qu'elle allait répondre au sujet de la piste cyclable. Ce que me semble, moi, je suis à distance, j'ai vu apparaître sur la diaporama, une possibilité de piste cyclable. On parle d'un ajout de piste cyclable à l'intérieur du quartier, puis un peu à l'image de ce qui se fait sur Charles-Huot. Est-ce qu'il y a un projet qui semble se dessiner à cet effet-là? Actuellement, on évalue les possibilités afin de répondre à la VMA qui est au niveau du service de la planification, de l'aménagement et de l'environnement et les désirs de circulation pour ce qui est des pistes cyclables. On sait qu'actuellement, on a une piste cyclable qui prend fin au niveau de Roland-Baudin, route de l'Église. Nous regardons les options qu'on a pour la continuer à l'intérieur du quartier afin de desservir le quartier de façon de la mobilité active. La VMA, c'est la vision de la mobilité active, c'est ça? Si tu peux reculer d'une diapo, Guillaume,
Je pense que c'est ça qui a laissé croire qu'il allait avoir des pistes cyclables. Est-ce que c'est ça, M. Boudreau, que vous vouliez dire? Oui, c'est en plein ça. C'est ça, parce qu'on voit 2 bandes cyclables. Est-ce que c'est ça qui est prévu sur les rues visées? Je pense que c'est ça qu'on veut savoir. Ce qui est visé, c'est l'intervention au niveau des balises. Ce qu'on voit sur la photo, c'est pas des bandes cyclables, c'est des stationnements qui sont marqués. C'est l'espace de stationnement qui est marqué actuellement sur la rue Charlotte. Pour l'instant, on travaille à essayer d'évaluer les possibilités, mais il n'y a rien là, qui est officiel là, de prévu encore. Parfait, merci. Est-ce qu'en salle, vous aviez d'autres questions? Oui, Bernard, avant qu'on passe en Oui. commentaire. Vous avez fait des relevés, donc les M, le nombre de pertes d'auto qui ont été mesurés, les avez-vous avec vous? Je ne les ai pas avec moi actuellement. Et donc, ce serait intéressant. Puis les vitesses maximales, là, le V100, à quelle vitesse vous avez déjà noté? Je n'ai pas les données actuellement avec moi. C'est sûr qu'ils sont présentes là, dans les relevés. Vous allez pouvoir me les envoyer. Toutefois, ce n'est pas une vitesse nécessairement très pertinente parce que le V100 va représenter seulement un véhicule qui va être la vitesse la plus élevée. On s'entend que c'est un cas qui peut être extrême, c'est évidemment de la délinquance. On ne peut pas, même si on fait tous les aménagements possibles, il va toujours en avoir qui ne voudront pas respecter la limite de vitesse, qui vont continuer à rouler à des vitesses exagérées. À ce moment-là, c'est de l'intervention policière qui est effectuée. Ce n'est pas un véhicule d'urgence. Si c'est un véhicule d'urgence, est-ce que ce serait noté par la personne qui fait l'essai, qui fait le. J'imagine que oui. J'imagine que oui, il serait noté tout de même. Pendant que les véhicules d'urgence doivent quand même respecter une certaine limite. Ils ne peuvent pas rouler de façon à mettre en danger les gens autour d'eux. J'ai une autre question. Y avait-il une main levée de ce côté-là que j'ai halluciné? Une question, est-ce qu'il y a une projection, ou excusez-moi, je vais la lire. Est-ce qu'il y a de la projection, par exemple, l'augmentation de véhicules attendus avec les nouveaux immeubles et l'utilisation accrue des rues, ou on peut seulement mettre des mesures en réaction à la situation observée? Donc, ce que je comprends de la question, c'est est-ce que quand vous proposez des mesures à court, moyen et long terme, ça prend en considération les développements et l'augmentation de la circulation qui est à venir et pas juste celle qui est passée? Effectivement, on effectue actuellement une étude de circulation afin d'essayer de prévoir le plus possible comment le quartier va évoluer avec les différents développements qui s'en viennent dans le secteur. On sait qu'il y en a beaucoup, c'est un quartier qui est très mouvementé en termes de développement urbain. Et on essaie de prévoir le plus possible pour avoir des interventions qui vont répondre aux besoins futurs et actuels. Parfait, merci. Avant de passer à la question de Louis-Alexandre, peut-être juste arrêter le partage d'écran pour tout de suite, puis on le remettra aux besoins pour qu'on puisse, les gens puissent nous voir à la maison, puis qu'on puisse mieux les voir. Alors, Louis-Alexandre, là, pour ta question. Oui, bonsoir. Merci pour la présentation. J'ai 2 questions. Je comprends que vous allez installer des balises en mode portique comme projet pilote. Ma première question, est-ce que vous allez évaluer l'effet de ces balises-là autant l'été que l'hiver? Comme il a été expliqué, oui, l'effet va être évalué pendant l'été. Toutefois, ces balises-là ne peuvent pas être installées pendant l'hiver dû au déneigement. On ne peut pas les préserver sur la chaussée. Il est nécessaire qu'ils soient retirés et qu'on puisse déneiger efficacement la chaussée. Donc, vous allez considérer que l'hiver, il n'y a pas de mesure, puis que... Pour l'instant, il n'y a pas de mesure. Ça sera plus là, dans le moyen-long terme qu'on va pouvoir répondre aux besoins en période hivernale. Okay. Deuxième question. Je comprends finalement que les balises en mode portique, c'est à peu près une mesure temporaire, étant donné que ça couvre à peu près la moitié de l'année. C'est-à-dire la période estivale, mais pas la période hivernale. Quels seraient les autres, si jamais on voit que les problèmes ne s'arrêtent pas, quelles seraient les mesures qui pourraient être prises à plus long terme pour régler les problèmes de circulation? Plein de possibilités sont à évaluer selon les opportunités de travaux qui vont s'effectuer. Il va pouvoir avoir des interventions, que ce soit géométriques ou d'autres mesures qui pourront être innovantes en fonction que ce soit du marquage, des modifications en conditions de stationnement, peut-être des ajouts d'arrêts supplémentaires, il y a des problématiques de visibilité qui n'ont pas été remarquées encore. Toutes les possibilités sont pas ouvertes pour prendre le temps de voir et d'avoir les opportunités qui vont venir aussi pour minimiser le coût des interventions géométriques si
nécessaire. Est-ce que tu peux expliquer, Guillaume, c'est quoi une intervention géométrique? Parce que moi, je vois des cubes puis des parallélogrammes. Quand on parle là, d'intervention géométrique, ça implique de venir modifier les trames de rue, ça peut venir, par exemple, pour tout ce qui est le cheminement de Pierre Marquette, Père Marquette, c'est des interventions physiques qu'on vient impliquer sur la rue, que ce soit des déviations de la circulation, des modifications des sens de circulation, des fermetures de rue, des rapetissements de rue. Tout est un peu ouvert. L'important, c'est de s'attacher avec des projets qui vont être dans le secteur afin de minimiser les coûts aussi. Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Il faut s'assurer que les interventions qui sont massives vont fonctionner et seront les bonnes au bon endroit, au bon moment. Parfait, merci. Louis-Alexandre, tu avais une autre question, je pense. Hein? Oui, une troisième question, une dernière. Là. Avez-vous une idée d'efficacité simplement d'un marquage au sol parallèle aux rues, on va dire, pour réduire je dirais, la perception de la largeur de rue? Ça va avoir un effet qui va être certainement moindre, considérant que le marquage, pendant l'été, ça va avoir un certain effet, mais le marquage en soi n'est pas ce qui a le plus d'effet. Je dirais que le stationnement, la présence du stationnement va avoir plus d'effet que le marquage. Puis pendant l'hiver, avec le type de climat qu'on a au Québec, malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir vraiment évaluer pendant l'hiver. Le marquage va être caché par la neige, partie effacée dû au grattage de la rue. C'est des mesures qui sont plus au niveau des déserteurs, qui est plus difficile de venir impliquer une modification géométrique. Parfait, merci. Alors, on peut passer, c'est une question, allez-y, mais si vous avez des commentaires, là, on pourra commencer à les prendre. On s'était donné là, jusqu'à 8 heures pour prendre les questions et commentaires. On a du temps quand même devant nous. Allez-y. OK, ben c'est plus une question, deux questions en fait. Moyen terme, ça veut dire combien de temps? Moyen terme, c'est l'année prochaine, c'est 2025-2026 à peu près, je dirais. OK. Et puis, je ne sais pas si vous pouvez répondre, mais vous avez donné l'exemple de Père Marquette, là, les travaux qui ont été faits. C'est quoi la différence en termes de volume et de densité entre le secteur Père Marquette et le secteur que vous avez étudié? Êtes-vous capable de nous situer à peu près, là? Parce que c'est beau, ça va bien ce qu'il y a sur Père Marquette, puis qu'est-ce que ça prend pour avoir la même chose, autrement dit? Concrètement, au niveau de la densification, je ne peux pas préciser faire de parallèle entre le secteur Saint-Denis et le secteur Père Marquette. Je n'étais pas impliqué directement dans les travaux de Père Marquette. Je l'utilisais surtout comme exemple de type d'intervention géométrique qui sont des possibilités à être faites. C'est sûr que ces mesures-là sont assez drastiques et impliquent là, des changements majeurs au niveau de la circulation à l'intérieur du quartier. Ce qui peut amener certains irritants aussi pour les résidents. Là. On s'entend que des déviations de circulation, ça amène des détours à l'intérieur, puis ça peut faire en sorte que c'est plus difficile d'accéder à sa résidence à partir dû à ces modifications géométriques-là. Parfait, merci. Allez-y, madame. Moi, j'ai un commentaire, c'est par rapport à la rue Wolfe. C'est un peu mêlant, cette rue-là. Quand on arrive par Quatre-Bourgeois, on se dirige, mettons, au sud. Il y a une première pancarte 40. Après ça, on arrive au niveau de l'école, ça tombe à 30. Puis après ça retombe à 40. Ce ne serait pas pertinent de réduire la vitesse, la première portion entre Quatre-Bourgeois puis le 30 là, qui tombe à 30. Ce ne serait pas plus pertinent de mettre tout ce tronçon-là à 30 devant le centre de la rue Wolfe, là, le centre des découvreurs, puis l'école, puis là, l'autre école qui va se rajouter. Puis quand on arrive au stop, c'est Picardie-Montreuil. C'est Picardie-Montreuil. Là, après passer le stop, là, remettre ça à 40. Tu sais, parce que ça fait, autrement dit, ça fait comme trois changements de limite de vitesse, 40, 30, 40. Pour unifier un peu cette partie-là? C'est une très bonne question. Je vais en prendre note et on va l'évaluer. C'est peut-être une possibilité. C'est sûr qu'actuellement, sur l'avenue Wolfe, le 30 km/h,
C'est une période déterminée pour la période scolaire. Et ces modifications-là sont réglementées par le ministère, puis on ne peut pas les effectuer en dehors du terrain de l'école. C'est vraiment, on doit respecter le terrain de l'école pour la zone de 30 km/h. À ce moment-là, est-ce qu'on pourrait juste mettre l'ensemble de la rue de Picardie jusqu'à Cap-Bourgeois à 30, puis garder la section sud à 40? Ça sera évalué. Parfait, merci Guillaume. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires? Oui, Marie-Hélène, ensuite, monsieur. Monsieur Filiatro, merci. Puis on rappelle votre intervention au cours de 2 minutes. J'ai quelques questions. Les premiers chiffres que vous avez montrés sur les cartes, là, c'était du volume. C'est ça, c'est des nombres de voitures par. Oui, c'était des relevés de comptage qui présentaient le nombre de véhicules qu'on avait recensés là, à l'intersection. Oui. Donc, ce que je comprends bien, c'est qu'il y a largement de la marge pour accueillir plus de véhicules selon vos critères dans ce quartier. Est-ce que j'ai compris, si j'ai bien compris ça? Selon les critères de l'Association du transport du Canada, ça respecte la hiérarchie routière. Après, c'est des chiffres, c'est des barèmes. Ça ne veut pas dire qu'on souhaite qu'il y en ait plus. Oui, je comprends. Mais donc, selon vous, il n'y a pas un problème de volume dans ce quartier. Enfin, il y a simplement un problème sur certaines rues de vitesse. Actuellement, c'est ce qu'on a observé. Oui. OK. Là, quand vous avez répondu à la question de Louis-Alexandre, vous disiez les stationnements ont de l'effet sur la vitesse plus que le marquage au sol. Donc ça veut dire si on autorise plus de stationnement, le fait qu'il y ait des véhicules dans la rue, ça fait baisser la vitesse. C'est ça qu'on va comprendre? Oui, effectivement, il y a déjà remarqué que plus que le stationnement est occupé, moins que les gens ont tendance à rouler vite. C'est sûr qu'on vient, la présence des véhicules va venir rapetisser la chaussée, ça vient rapetisser le champ visuel des conducteurs. Ça fait aussi qu'ils sont un peu plus alertes à ce qu'il va y avoir aux alentours d'eux. Ils vont généralement plus regarder leur vitesse qui circule, puis ils vont généralement aussi plus la respecter. Oui, alors selon cette logique, moi ce que je demande, c'est il n'y a pas moyen de mettre des choses dans la rue pour diminuer la largeur de la rue, qui ne sont pas des autogarés, mais et qui ne sont pas non plus des bollards, des choses comme, je ne sais pas, des grands cubes, on pourrait planter des arbres dedans, je ne sais pas, qui restent là même l'hiver, donc est-ce que ça peut se faire? C'est des éléments qui existent, ça fait partie des mesures justement géométriques qui peuvent être réalisées, on appelle ça des chicanes ou des gonflements. On peut mettre là, les gonflements, ça va être à l'intersection, on va venir faire une amorce de trottoir un peu plus grande. Oui, mais là, ça implique d'ouvrir les rues, refaire les trottoirs, mais je me dis, s'il y a juste des choses à poser sur la rue, c'est aussi moins cher. Mais c'est sûr que à ce moment-là, moment qu'on vient juste poser, on va avoir la même problématique qu'avec les balises centre-rue, dans le sens que pendant l'hiver, on va devoir les retirer. Afin d'assurer le déneigement efficace de la rue, pour faire en sorte qu'on ne se ramasse pas avec des amorcellements de neige majeurs à proximité de ces objets-là. OK. Un dernier truc, c'est les dernières mesures ont été prises en 2022. C'était quoi la date des mesures de vitesse? 2022-2023. Ah, OK. Donc, c'était au printemps 2023, c'est ça les dernières? Parce que nous, en fait, le conseil de quartier a fait ses demandes il y a longtemps. Puis, les gens commençaient à... donc, il y a eu de la pression pour obtenir des résultats. On est content de vous voir ce soir et de voir l'analyse. Mais ce que je me demande, c'est comment on explique le délai. Alors, je comprends que vous avez beaucoup de demandes et que peut-être vous n'êtes pas une équipe peut-être énorme, mais comment on explique le délai de traitement Principalement, la grosse différence, c'est qu'on a dû refaire aussi des relevés, considérant les changements de limite de vitesse. À ce moment-là, toutes les relevés qui ont été faites avant 2021 et pendant 2021, pendant les modifications des limites de vitesse, n'étaient pas représentatifs ou ne seront pas plus représentatifs de la réalité d'aujourd'hui, puisque la limite de vitesse a changé. Si on se base sur un relevé qui est à 50 km/h, que la vitesse affichée est à 50 km/h, c'est normal que les gens vont rouler plus vite. Oui, je comprends, mais le changement de vitesse, c'était quand même en 2021, c'est ça? C'était à l'été 2021. Les relevés ont été effectués là, en 2022. Oui, et là, on est presque en 2024. Enfin, ça va pas vite, mais oui, c'est ça, il y a quand même un énorme délai de traitement. Oui, c'est sûr que le délai de traitement est assez long. Ça faut prendre le temps d'effectuer les relevés, de les analyser, de toutes les analyses différentes, voir quelles sont l'ampleur des modifications, puis de considérer comment on va pouvoir faire des interventions dans le contexte du quartier. Merci.
Il y a des mains levées et une intervention en ligne, mais je vais laisser M. Filiatro y aller, vu que je lui avais annoncé que c'était son tour. Puis après, je vais revenir en ligne là, pour prendre 2 interventions. Bonjour. Là, je vois que vos collègues n'ont pas tenu compte du parc Saint-Denis. Le parc Saint-Denis, si on regarde sur Google, là, ça vous mène à la piscine Saint-Denis. Si on fait une recherche ici ce soir, là, on regarde l'adresse 2770, 2770 Picardie, vous allez voir que quand vous lâchez Montreuil, que vous en allez sur Picardie, il n'y a aucune annonce qui impacte, aucune annonce qui a des jeux. Et c'est la même chose dans l'autre sens. Alors moi, j'ai préparé des photos pour vous les donner. Parce qu'on a essayé de faire ça pendant. Là, on trouve que c'est urgent. Et puis là, ben, c'est encore urgent. Fait que je vous laisse des photos. Ça va vous donner une idée comment ça se passe. C'est même des photos d'hiver. Vous pourrez mettre ça à vos collègues. Vous voyez ici des enfants qui sont dans la rue, des autos, des enfants, pas de trottoir en rien. Et dans l'autre sens, c'est sur Picardie. C'est sur Picardie. Ouais. Tandis qu'ici, dans l'autre sens, ceux qui arrivent des centres d'achat qui sont vers. Monsieur Filiatro, ça vous dérangerait-il de retourner au micro pour que les gens en ligne vous entendent? OK. Ou de prendre le micro de Guillaume, là? Si on regarde, si on s'en vient sur Picardie, direction ouest, on arrive dans la courbe, c'est un S. Quand on arrive dans la courbe, là, il y a un parc au fond, là, qui est nullement indiqué, même pas en avant de la courbe. Puis il y a du bois ici. On avait demandé à couper des branches, pas des bois, mais des branches. Alors, on trouvait ça urgent à ce moment-là. Ça fait 2 ans de ça. C'est encore plus urgent une année parce que pour l'hiver, il n'y a pas indiqué, il n'y a pas d'indication. Si je comprends bien là, votre question, vous mentionnez vraiment les problématiques de visibilité au niveau de la courbe. Également, mais lorsqu'on arrive par Montreuil, on traverse Louis. Là, on s'en va vers le parc Saint-Denis. Alors là, il n'y a aucune indication qui impacte. Donc, visibilité au niveau de la courbe, de la Picardie, et l'indication de la présence du parc Saint-Denis au niveau de la rue Picardie et de l'avenue Wood. Un trottoir? Donc, pas de trottoir. Parfait. Donc, je vais passer, si ça ne vous dérange pas, à une autre question. Vous pourrez revenir peut-être s'il reste du temps. Je veux que tout le monde ait eu le temps de poser au moins une question ou émettre un commentaire. Alors, en ligne, il y a Rénal Desrochers qui voulait émettre un commentaire. Alors, allez-y, vous pouvez ouvrir votre micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais ça avoir un éclaircissement sur les mesures que vous prenez. J'ai de la misère à comprendre, là. Si vous pouvez m'éclaircir, s'il vous plaît. Ce que vous dites, c'est que vous allez augmenter le stationnement. De cette façon-là, les gens vont trouver la rue plus dangereuse et ils vont augmenter leur attention et ils vont rouler moins vite. C'est ça que vous dites? C'est pas ce qu'on a dit. On a expliqué que la présence de stationnement a un impact sur les vitesses pratiquées. Mais ce n'est pas l'objectif en soi à être effectué. Ce que nous souhaitons faire comme intervention, c'est l'ajout de balises en mode portique. Au contraire, on va venir retirer du stationnement dû à la présence de balises. Donc, on a une autre main levée de François Boudreau. Vous pouvez y aller en mode commentaire ou question. Oui, je vais rajouter à ce que Gilles Filiatro a mentionné tout à l'heure par rapport au parc et la rue Picardie. Je ne sais pas si c'est une avenue ou si c'est une rue, là, mais je sais que c'est 40 km/h. Il y a une courbe très prononcée sur cette rue-là. Et quand je l'emprunte régulièrement, il y a des gens qui marchent la bordure de la rue. Je vais vous dire franchement, là, il n'y a aucun trottoir. Le trottoir qui est sur Picardie, en fait, qui est sur Montreuil, s'arrête carrément au début de Picardie. Et les gens continuent naturellement à marcher dans une courbe. Les autos, donc, qui voisinent les autos, qui font du 40 km/h dans une courbe sans aucune
protection, si on veut, que peut procurer un trottoir. J'essaie de comprendre. Est-ce que c'est un élément de danger? Est-ce que votre comité peut se pencher sur ce genre de choses-là, c'est-à-dire possibilité ou l'opportunité d'avoir un trottoir pour sécuriser, si on veut, les piétons, ou il faut faire à ce moment-là la demande auprès de nos comités? Certainement. C'est sûr qu'à ce moment-là, on sort un peu de la zone d'intervention qui a été évaluée, située vraiment là, à l'ouest de l'avenue Wool. Pour ce qui est de Picardie, on sait que la courbe actuellement est problématique. On le sait qu'il y a un désir d'ajout de trottoirs sur le secteur. Ce que nous attendons, c'est des possibilités d'intervention qui s'en viennent dans le secteur. On va pouvoir là, intégrer ces éléments-là au futur développement qui s'en viennent pour au niveau de la rue de Picardie. Merci, Guillaume. On a aussi un commentaire écrit sur le secteur du parc Saint-Denis. Donc, on nous indique que la plupart des véhicules respectent les limites, sont courtois. Cependant, surtout lors des heures de pointe, on voit vraiment des véhicules qui font de la vitesse. Ils ont même noté là, des gens qui roulent au coin de Courchêne en crissant des pneus. Donc, les mêmes observations vers l'entrée du parc où il y a le tennis. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont envisagées autour du parc là, plus précisément? Pas dans le court ou moyen terme. Dans le long terme, certainement, on va pouvoir venir là, évaluer les besoins et les mesures qu'on va pouvoir effectuer, aussi dans le contexte de l'école secondaire. Parfait, merci. Alors, monsieur, il nous reste là comme 7 minutes de commentaires et de questions. Alors, moi, j'habite le quartier depuis 30 ans et je marche tous les jours depuis au moins 1 heure par jour, depuis une quinzaine d'années, sur tous les trottoirs de la ville du quartier. Et je suis un peu déçu que il n'y a personne du comité qui l'a marché, le quartier, hein, pour voir comment ça fait. Tu sais, le point de vue, c'est toujours le point de vue de la circulation automobile, des stationnements, mais du point de vue des piétons, là, il y a beaucoup d'embûches, il y a des choses qui ne coûtent absolument rien à mettre en œuvre, qui seraient des avantages. Il y a aussi une chose fondamentale, je pense, vous parlez des besoins futurs de trottoirs, mais vous savez, là, depuis une dizaine d'années, c'est construit plus que 12 tours d'habitation avec pas un trottoir de plus dans les rues secondaires. Hein. Il faut y aller aussi. Au tramway, il faut y aller et y arriver du temps. Et vous, déjà zigzaguer dans une rue, les fins de semaine, quand il y a des grosses voitures de stationner, on zigzague, puis on regarde par-dessus, on regarde à côté. Des traverses de piétons. Moi, je ne traverse jamais ces traverses de piétons. J'attends qu'il n'y ait pas de voiture parce que je ne suis jamais certain qu'ils vont arrêter. Hein. En tout cas, j'ai survécu jusqu'à présent, mais je déplace aussi. Quatre Bourgeois, par exemple. Tu sais, ça a été la première piste cyclable. Je pense que la mairesse Boucher était très contente d'avoir fait ça. Dans le temps, ce n'était pas les mêmes normes parce que maintenant, sur la route de l'Église, au Schlaga, c'est super bien fait, c'est sécuritaire. On peut marcher, le trottoir est large. Mais sur Quatre Bourgeois, là, vous avez le choix de vous faire assommer par un rétroviseur latéral d'un camion à gauche, puis à droite, on va rentrer dedans par une bicyclette. Et si vous rencontrez du monde, vous vous mettez dans la ville indienne, c'est accident de veine, c'est dangereux. Il y a plein d'affaires comme ça aussi d'hiver maintenant. Je vais vous demander de conclure, monsieur. Vous avez fait votre 2 minutes. Vous pouvez aller à la conclusion. Bon, alors, c'était mon message. Notez des trottoirs partout, s'il vous plaît. Merci. Donc, un message, un appel à plus de trottoirs. On en prend bonne note et ça va faire partie là, des interventions qu'on va souhaiter effectuer là, dans le futur. Vous pouvez y aller, madame. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. On trouve important dans le quartier de prioriser la qualité de vie et la sécurité des gens. On est dans une zone résidentielle avec de nombreuses familles avec des jeunes enfants. Donc, merci pour ces premiers développements. J'avais une question par rapport à la V100. Il y a quelques années, la possibilité de l'adopter avait été examinée. J'aimerais savoir si on pourrait avoir des informations sur les raisons qui ont fait en sorte qu'elle a été rejetée et si, dans les priorités actuelles de développement durable et de mobilité durable, ça pourrait revenir. Donc, comment est-ce qu'on pourrait avoir ces informations? Je vais en prendre note, puis je vais faire cheminer votre question au niveau de mon service. Puis, on va pouvoir revenir au sein du conseil de quartier pour vous donner l'information. Merci. Tami, puis après ça, madame, vous pourrez y aller. Donc, ici, ça fait 38 ans que je devais voir un quartier, puis je marche matin et soir. J'ai remarqué une énorme différence dans le trafic. Ça en est rendu dangereux. Beaucoup d'enfants, on a un gros boom, c'est des familles qui ont acheté des maisons. Comme moi, dans mon temps, il y a 37 ans, c'est un renouveau, mais les enfants ne sont tellement pas protégés, entre autres.
vous pourriez faire rapidement quelque chose pour aider le transit sur la rue Wolfe. En fait, juste de mettre un arrêt complet au lieu d'un passage piétonnier devant l'école Saint-Vincent. Ça n'a aucun sens. Ce passage-là n'est jamais respecté ou à peu près, très, très rarement. Les enfants traversent pour aller à l'école ou revenir de l'école. La première chose à faire, dépêchez-vous, mais occupez-vous de la sécurité des enfants sur la rue Wolfe. C'est terrible de voir la vitesse. Vous avez pris des mesures avec vos caméras et tout, là. Mais moi, je vois des choses épouvantables. Et je n'en reviens pas que ce soit aussi long avant que vous preniez des mesures pour sécuriser le secteur. Vraiment. Là. Puis, on parlait de la rue, de plusieurs rues, mais la rue Menguy n'est pas mieux, là. Ça circule vite sur Menguy aussi, là. Et un soir, je marchais avec mon chien et il y avait 2 enfants, il était 7 heures. Puis, je jouais au ballon dans la rue et une voiture qui est arrivée pleine vitesse. Ça n'a aucun sens. C'est du 30 km/h, ces petits trucs-là. Alors, c'est sûr que ça n'a pas été capté par vos caméras, ça. Mais ça, c'est régulier. Je n'élèverai pas mes enfants, c'est pas compliqué ces temps-ci, avec la circulation qu'il y a là, ça n'a aucun sens. Les enfants qui veulent aller au parc, d'accord, il y a de la Picardie, mais souvent, ils arrivent par la rue de l'Île-Dieu pour traverser Wolfe. Un arrêt complet. S'il vous plaît. Parfait, madame, je vais vous c'est ça votre conclusion? Oui. Parfait, OK, merci. Alors, j'imagine qu'on note la demande. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Note la demande. L'ajout d'arrêt obligatoire à l'intersection fait partie des mesures court terme qui s'en viennent. On doit simplement rédiger le sommaire additionnel, l'envoyer au conseil d'arrondissement pour faire approuver. Puis d'ici l'hiver, on va pouvoir avoir des arrêts à toutes les approches. Conformément là, à la norme d'information de l'État. Merci. La précision sur le délai ou en tout cas le cheminement de cette demande-là. Tammy? Oui, en fait, moi, j'ai beaucoup apprécié comprendre comment ça fonctionnait, votre analyse et tout, parce qu'on est plusieurs citoyens qu'on ne comprend pas. On a tout envie d'aller planter un arrêt stop un peu partout dans la ville. Fait que ça a été vraiment apprécié de comprendre le processus. Ma question est en fait, oui, il y a vraiment une problématique au niveau du secteur Saint-Denis et il y en a ailleurs aussi. Je me demande comment ça fonctionne dans votre comité, dans votre bureau de travail, dans votre service, c'est le mot que je cherchais, dans votre service pour prioriser ou est-ce que tous les quartiers vont, tu sais, parce que nous, en fait, c'est le Conseil des quartiers Saint-Louis, il y a le secteur Saint-Denis, mais il y a d'autres coins qui sont problématiques et je me demandais est-ce que c'est tout le monde va y passer dans une analyse comme ça? Ça prend quoi, en fait? C'est sûr qu'on se base aussi un peu sur les citoyens, sur leurs demandes qu'ils font pour. Ça permet un peu de cibler certaines interventions. Parce que je veux pas, on ne peut pas avoir des yeux et des oreilles partout en tant que technicien. Mais les résidents qui demeurent sur les rues sont un peu nos yeux et nos oreilles pour nous. À ce moment-là, avec différentes demandes qui sont effectuées au 3-1, nous, on les reçoit, on répond, puis on intervient de manière plus de sensibilisation avec les afficheurs de vitesse, principalement pour ce qui concerne la vitesse. L'afficheur circule, on a un afficheur par quartier qui circule les rues de façon hebdomadaire pendant la saison estivale. On essaie de faire le plus de rues possible. On n'essaie pas juste les rues où on reçoit des plaintes, on essaie des rues qu'on n'a jamais de plaintes aussi pour voir en même temps les résultats que l'afficheur va montrer, afin de nous dire, sans que ça soit considéré pour des véritables mesures d'atténuation, mais pour nous dire est-ce qu'il y a une sensibilisation qui est effectuée? Est-ce que les gens ils roulent beaucoup inférieurement grâce à l'afficheur à la limite affichée ou ils roulent tout de même au-dessus malgré la présence de l'afficheur? On ne peut pas, ça va avoir un impact sur les décisions. Puis ça va nous inciter à faire des relevés officiels, aller d'un auxiliaire, un employé qui est dans un véhicule avec un radar pour aller prendre des véritables mesures sur lesquelles on peut se fier au niveau statistique. C'est un mélange. C'est un mélange un peu de tout. Okay. C'est sûr qu'on voudrait intervenir partout, mais comme vous l'aviez dit, là, prioriser les secteurs en fonction là, des interventions qui ont aussi lieu dans d'autres services. On peut parler, par exemple, lorsque l'ingénierie a des besoins au niveau de la P2, on peut s'attacher avec le service de l'ingénierie pour pousser des analyses, voir est-ce qu'on a une problématique au niveau transport, est-ce qu'on a besoin de faire des modifications au niveau de la rue, en même temps que la rue se fait ouvrir. De cette façon-là, on vient sauver énormément de temps. OK. Merci, Tammy. Alors, on aurait terminé le temps alloué à période de questions commentaires, mais
Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui auraient voulu intervenir et qui n'ont pas pu? Oui. Est-ce que Arnaud, tu es d'accord qu'on prenne 5 minutes? Parce qu'on n'a pas Guillaume sous la main tous les jours pour nous expliquer comment ça fonctionne au service de transport et mobilité intelligente. Fait qu'avec ton accord, on continue un peu. Vas-y, Elsa. Elsa? J'ai pas mon petit panneau, c'est pour ça. Moi, j'avais un commentaire question, en fait. Je suis assez, comment dire, effarée du temps que ça peut prendre entre les premières plaintes et l'analyse que vous venez de nous livrer ce soir. Je suis contente qu'on l'ait, mais je suis inquiète aussi de voir que beaucoup de choses vont être faites l'été, mais pas l'hiver. Puis, l'hiver est un problème réellement aussi. Là, on l'a vu, j'ai eu la chance de voir les photos là, avec les piétons sur la route, tout ça. Mais je veux dire, la problématique de vitesse a lieu aussi l'hiver. Donc, est-ce qu'il y a d'autres mesures qui peuvent être envisagées à court terme, même l'hiver? Et est-ce que juste, je ne sais pas moi, des panneaux qui signalent le parc, on l'a entendu, mais qui signalent aussi, je ne sais pas, attention enfants, ou qui clignotent dans la nuit, qu'on peut voir aussi l'hiver, des choses comme ça. Est-ce que ça peut être des mesures qui peuvent être appliquées pour qu'il y ait quelque chose qui soit fait à court terme l'hiver aussi? On sent bien dans l'hiver, puis ça ne tente pas que des mesures soient prises après qu'il y ait eu un accident, en fait. Et souvent, c'est ça qui arrive. Ça va beaucoup plus vite quand il y a un accident, mais on ne veut pas d'accident. On en prend note, c'est sûr que l'hiver, on a une grosse particularité au Québec. On a énormément de neige qui tombe. On a des besoins en déneigement qui sont vraiment importants. Ça devient vraiment difficile au niveau des types d'interventions qu'on peut faire qui sont efficaces pendant l'hiver. Il y a très peu de choses qu'on peut mettre sur la chaussée pendant l'hiver, qu'on doit forcément tout l'enlever. Les interventions qui sont possibles à court terme ont souvent très peu d'effet sur la vitesse. De façon générale, ce qui a été observé aussi pendant l'hiver, les vitesses sont quand même moindres que pendant l'été. Les gens vont adapter un peu leur conduite en fonction des conditions météo, ce qui fait que les vitesses observées sont souvent inférieures à ce qui est observé pendant l'été. Mais la signalisation lumineuse est prescrite par le ministère. Ce n'est pas toute la signalisation qui est lumineuse. Certaines signalisations peuvent l'être, d'autres ne peuvent pas l'être. Pour ce qui est des panneaux, attention enfants, circuler lentement, souvent, la signalisation va avoir un effet très, très minime, comme on peut l'avoir remarqué avec les modifications des limites de vitesse. Quasiment toutes les rues ont passé de 50 à 30 km/h. Le meilleur score qu'on a eu, c'est une réduction de 2 km/h. Ce qui fait que les gens vont rouler vite, c'est l'environnement autour d'eux. C'est comment ils perçoivent la rue, puis comment ils se sentent en tant que conducteurs sur la rue. Si la vision est extrêmement dégagée, si l'environnement est peu occupé par des piétons, s'il n'y a rien qui vienne gêner un peu leur conduite, ils vont avoir tendance à rouler vite. Sans nécessairement le souhaiter. Je n'implique pas que tous les conducteurs sont nécessairement pas corrects, dans le sens que les gens vont le faire par mégarde, sans réfléchir vraiment à la vitesse à laquelle ils vont circuler. Il y a une habitude qui vient à se créer avec le secteur, avec la connaissance. Les gens vont continuer à se déplacer sans regarder nécessairement leur vitesse, puisqu'il n'y a pas d'éléments qui vont venir gêner leur conduite. C'est un défi qu'on a au service du transport de trouver des nouvelles façons de faire pour diminuer la vitesse, principalement en hiver. Jusqu'à présent, les interventions qui sont vraiment possibles, c'est des interventions majeures qui sont plus géométriques, pour lesquelles on ne peut pas intervenir n'importe quand, n'importe comment. Il faut vraiment s'attacher dans un cadre de projet pour pouvoir venir effectuer ces travaux qui sont d'ampleur, qui vont avoir aussi beaucoup d'impact sur les résidents, sur les propriétés riveraines. Des fois, ça paraît grand une rue, et souvent on peut manquer d'espace pour faire toutes les interventions qu'on souhaiterait. Il peut y avoir une question d'emprise de rue, il peut y avoir une question d'acquisition. Il y a plein d'éléments qui sont à évaluer, qui demandent des délais vraiment importants. C'est la réalité d'aujourd'hui. Des fois, on veut mettre des trottoirs, mais ce n'est pas tout le monde qui sont d'accord avec le fait d'ajouter un trottoir, parce que souvent, l'ajout du trottoir peut venir impacter les cases de stationnement privées des résidents. C'est des choses avec lesquelles il faut évaluer. Il y a toujours deux côtés à une médaille. C'est un peu pour ça que ça prend aussi beaucoup de temps. Puis l'hiver, c'est la particularité du Québec. C'est un peu difficile d'intervenir. Merci, Guillaume. Il y a René qui aurait une question, puis je vais prendre
Peut-être après ça, une dernière intervention de quelqu'un qui n'aura pas encore parlé. Allez-y. Bonsoir. Je suis un peu nouveau ici, donc j'ai pas trop de questions, mais c'est juste pour comprendre, j'ai la carte devant moi, là. Avenue Wolfe, puis avenue L'Île-Dieu devant l'école. Est-ce que j'ai bien compris qu'il n'y a aucun stop? Non. OK. C'est où? Il y a un stop. Il y a un stop sur les lieux et sur la rue secondaire. D'accord. Donc, moi, je demeure sur la route de l'église, il y a l'école Saint-Louis-de-France, et il y a un stop. Hiver, été, printemps, automne, le panneau arrête, ça fonctionne. Est-ce que j'ai bien compris aussi que Picardie, Montreuil, là, c'est juste des traces pour piétons? Non, là, on a des aires obligatoires à toutes les approches. Parfait. Mais pour devant l'école, il me semble que c'est important. C'est la mesure qu'on s'en vient faire terme et qu'on peut ajouter. Puis, est-ce que le processus, c'est des semaines, des mois, pour avant qu'il y ait un panneau? Arrête. Processus réglementaire, on doit faire une ordonnance pour l'acheminer au conseil d'arrondissement, qu'il soit approuvé. Ensuite, l'installation peut s'effectuer une fois qu'il est approuvé par le conseil d'arrondissement. L'installation, c'est échelon sur 30 jours. Dans le sens où on doit avertir à l'avance que les nouveaux arrêts obligatoires vont. Formidable. Super. 30 jours plus tard, l'arrêt va être officiellement installé. C'est bon. Parfait. En salle, est-ce qu'on avait une dernière question, commentaire à émettre? Ça va de ce côté-là. J'ai une question que j'ai reçue par courriel, puis je pense que la réponse n'a pas été donnée ce soir. Alors, il y avait une question qui concernait la circulation sur l'avenue Landry, en fait, pour nommer qu'il y avait de la circulation de transit. Alors, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prévues pour éviter qu'il y ait des voitures qui utilisent l'avenue Landry comme zone de transit à toute vitesse? C'est sûr que le transit est un élément qui est difficile à évaluer. Ça demande, surtout pour le quartier Saint-Denis, on a énormément d'accès qui arrivent d'un peu partout. Et c'est difficile de savoir le véhicule provient de où et il se destine où, afin de savoir est-ce que c'est quelqu'un qui vient visiter, est-ce que c'est quelqu'un qui fait juste traverser, est-ce que c'est un résident. Puis afin de l'évaluer, ça prend énormément d'effectifs pour réussir à avoir des relevés à plusieurs intersections en même temps. C'est quelque chose qui prend difficile à effectuer, qui pourra éventuellement être étudié dans une perspective plus à long terme. Merci beaucoup. La question. Il y a 2 personnes qui sont déjà intervenues avec la main levée et on a épuisé le temps supplémentaire qu'on avait décidé. Qu'est-ce qu'on fait, Monsieur le Président? Dernière question. OK, il y a 2 personnes. Fait que je vous inviterais à y aller avec une question, sujet, verbe, complément, point d'interrogation pour pas que Guillaume réponde en 8 paragraphes. Cette instruction-là est pour vous, puis M. Boudreau qui a la main levée, puis après on clôt. Allez-y. Ma question, c'est est-ce que la possibilité d'ajouter un arrêt à l'angle de la rue Montreuil et de la rue Landry a été explorée? Ça devait explorer. Malheureusement, là, au niveau des normes du ministère, on ne répond pas à l'ensemble des critères pour l'implantation d'arrêts. On ne peut pas dire là, exactement c'était quelle norme qui n'était pas respectée. Je ne m'en souviens pas comme ça, là, hors de mon chapeau, mais je pourrais transmettre l'analyse au conseil de quartier. Merci. Alors, François Boudreau, même chose que madame qui vient d'aller au micro, une question courte et simple, s'il vous plaît. Commentaire. OK. Oui, OK. J'avais déjà mentionné il y a quelques semaines en conseil de quartier que nous, au coin ici de Fournier et l'Île-Dieu, il y a 2 stops qui se trouvent sur Fournier. Les gens ont tendance à penser que sur l'Île-Dieu, ils ont leur propre stop et dans le pire des cas, ils ne voient pas le stop puisqu'ils font une longue ligne droite entre Hochelaga et l'Île-Dieu. Ils continuent tout droit. Alors, il y a souvent des accidents. Est-ce que c'est possible d'envisager quelque chose pour peut-être rendre le stop plus visible, clignotant, quoi que ce soit, puisque c'est un élément de danger réel ici? Merci pour votre intervention. J'en prends note.